Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire sur la parité en entreprise. L'idée aujourd'hui, c'est de passer une petite heure ensemble pour vous donner quelques conseils sur comment attirer et fidéliser plus de collaboratrices. On sait que c'est un enjeu fort actuellement. Demain, c'est la journée des droits de la femme. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la parité en entreprise et améliorer la situation au sein des entreprises, mais aussi du secteur public. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter quelques témoignages. On est 3 intervenants, on va se présenter, qui sont assez complémentaires là-dessus et donc, on va pouvoir apporter chacun un petit peu notre pierre à l'édifice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure dans le chat. On a notamment Inès et Marion qui ont les yeux dessus pour pouvoir nous faire remonter les questions et intervenir si besoin. Le but, c'est que ça soit assez vivant. Vous verrez, vous avez aussi également un moment où on vous demandera de participer avec votre smartphone. Vous pouvez scanner un QR code et rejoindre pour pouvoir répondre à un petit sondage. Et on aura un temps de questions-réponses à la fin, bien entendu, si vous avez des questions. Alors, peut-être pour commencer, on va attaquer avec la présentation des 3 participants et pour que ça soit un peu plus visuel, je vais arrêter mon partage d'écran tant qu'à faire, que vous nous voyez réellement. Alors, Sidonie, moi, je ne te vois pas spécialement, mais tu peux commencer à te présenter. Ouais, ma caméra est on, je ne sais pas si les autres participants me voient, mais j'espère. Donc je suis, Sidonie Jadot, je suis fondatrice de la société Les Clés, et on accompagne les entreprises à accélérer l'accession des femmes aux postes à responsabilité. Notamment, on a, une app qui propose des contenus et du coaching, pour toucher un maximum de collaboratrices. De Je mon te laisse côté, oui. pardon. De mon côté, du coup, Nils Guicher, je suis cofondateur de Explore Job. Explore Job, c'est une solution qui permet de créer des échanges directement entre des collaborateurs et des candidats ou des candidats potentiels. Donc, on met en relation directement, notamment des femmes, avec d'autres femmes au sein d'une entreprise pour pouvoir mieux se projeter sur la réalité du poste. Ça permet aussi notamment de se faire un réseau. On intervient à la fois sur la partie recrutement, mais on intervient aussi sur la partie licenciement maintenant pour pouvoir redonner d'autres opportunités aux personnes qui notamment sont sur des PSE, des plans de départ volontaires et tout ce qui s'ensuit. Moi, je gère toute la partie relations clients et donc c'est moi qui fais la mise en place chez les clients. Emmanuel? Bonjour à tous, du coup, Emmanuel, donc je travaille chez Octo Technologies. On est un cabinet français de conseil et de delivery stratégie data. On a rejoint l'écosystème Accenture. Donc, voilà. On est des consultants experts et expertes sur les thématiques métiers, IT et digital. Voilà. On a mis en place une gouvernance diversité et inclusion avec des piliers sur le gender mix pour améliorer la part des femmes dans les entreprises, le handicap, LGBTQIA+, et la mixité sociale. Voilà. Et dans le cadre de cette gouvernance, moi, je co-lead avec une collègue ce chantier Gender Mix pour faire progresser la part des femmes chez Octo. Voilà. Et accessoirement, je suis manager dans la stratégie data pour aider les entreprises à mettre en place leur patrimoine de données et à l'améliorer, en tirer profit. Parfait. Donc vous avez vu, on a 2 visions un peu plus typées accompagnement sur ces sujets-là et une vision réellement terrain dans un secteur, comme le numérique où on connaît les difficultés pour attirer et fidéliser les femmes. Donc vous aurez des cas pratiques avec eux. Pour enchaîner, je vous propose directement de vous donner la main et de vous faire participer. Donc avec votre téléphone, vous pouvez directement scanner le QR code que vous avez sur la gauche. Vous allez arriver sur WooClap et vous pouvez rentrer le code de l'événement AXCHJQ qui vous permettra normalement d'accéder à la première question. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir le faire. Donc, scannez le QR code, vous rentrez le code de l'événement et normalement, vous avez accès à la première question. Je vois que certains ont déjà commencé à répondre. Parfait. Cette question est: quel est le niveau de maturité de votre organisation sur la parité? Hop, alors, ça se remplit peu à peu et je vais pouvoir basculer sur les réponses.
J'attends encore, ça bouge, ça bouge. On est plutôt sur un public de débutants, conscients des enjeux, mais très peu d'action en ce sens actuellement. Ça se remplit peu à peu. Hop, et je vois que ça n'évolue plus trop. Je vais vous partager du coup une autre fenêtre avec les résultats. Ici même. Ah, encore un petit changement. Et normalement, vous voyez bien mon écran. Donc on voit qu'on a, un novice, mais sinon on a pas mal de personnes qui sont débutants et donc on va pouvoir répondre à tout ça, prendre un petit peu de temps et n'hésitez pas à poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, une fois de plus, donc on interviendra, on y répondra et on espère qu'on va réussir à vous aider sur ce sujet-là. Alors, peut-être pour enchaîner, en sommaire, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? L'idée d'aujourd'hui, du coup, ça va être dans un premier temps de vous partager l'état des lieux. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Dans un deuxième temps, on va avoir le constat. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et donc après, sur les améliorations, on va vous proposer d'abord, dans un premier temps, comment s'améliorer en interne, parce que forcément, ça commence par l'intérieur. Et une fois qu'on a travaillé les actions en interne, on vous parlera de qu'est-ce qu'on peut faire en externe pour pouvoir en faire un levier d'attractivité et attirer des candidates grâce à tout ça. On aura aussi quelques petites idées malines de manière à pouvoir vous donner des petits tips pour pouvoir activer plus facilement du recrutement sur ce type de population. Et à la fin, on se présentera un peu plus rapide, de manière un peu plus complète sur, en tout cas, notre accompagnement à chacun et ce qu'on propose. Et pour commencer, Sidonie, qui a priori n'est plus animatrice, on va essayer de la remettre en animatrice, va pouvoir nous parler des actions internes. Marion, est-ce que tu peux nous aider pour remettre Sidonie en animatrice? Hop, C'est fait normalement. c'est tout bon. Ça a Alors, est-ce que sauté. vous voyez, est-ce que vous Ça y est, m'entendez? on peut voir. C'est tout bon, Sidonie. Formidable. Bienvenue. Bienvenue en vrai. Les bugs du direct. Ouais, les bugs du direct, exactement. Donc, je vais commencer à vous parler déjà d'un état des lieux de la parité et de la mixité en entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur ce sujet-là? La première chose, c'est de répondre à des contraintes légales. On a la loi RIC-1 qui s'applique aux entreprises de plus de 1000 salariés en France, qui oblige à atteindre des quotas de représentativité, donc plus 30% de femmes d'ici 2026 et plus 40% en 2029, alors qu'en France, on est en moyenne à 13% de femmes sur des postes de direction. Bon, ça, si on regarde cet angle légal, c'est la contrainte. Et si on ne fait que des actions pour faire en sorte d'atteindre des quotas, ça ne va pas forcément fonctionner. L'idée, c'est de faire de la mixité homme-femme un véritable atout pour l'entreprise. Les chiffres que vous pouvez utiliser et qu'il faut avoir en tête, c'est que les entreprises qui sont mixtes, donc dans des équipes mixtes, donc c'est-à-dire avec 30% de femmes ou plus, sont 18% plus innovantes et elles ont 11 points de surperformance financière. On a aussi des études, donc ça, ce sont des études de McKinsey. On a aussi des études qui ont été faites par Sodexo, qui est une société qui est exemplaire et précurseur en la matière. Ils ont pu démontrer que les équipes mixtes ont 14 points d'engagement supplémentaires et 8 points de fidélisation supplémentaires par rapport à des équipes non mixtes. Et on voit aussi que des entreprises, avec un encadrement qui est féminisé, ça attire beaucoup plus de jeunes diplômés et ça leur donne plus envie de postuler parce que ça leur permet de se projeter dans le futur et dans des possibilités d'évolution en tant que femme. Voilà, et puis vous le savez aussi probablement, il y a toujours des inégalités au niveau des salaires. Les derniers chiffres, c'est que à poste égal, à responsabilité égale et temps de travail égal, on a encore 4% en moyenne d'écart sur les salaires, sachant que plus on monte dans les hiérarchies, plus les écarts de salaire sont frappants et importants.
donc voilà pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur le sujet. Ensuite, je vais passer au constat, à un constat qui va encore un peu plus loin et qui montre à quel point c'est important parce qu'on entend beaucoup parler, et là on est à l'approche du 8 mars qui est demain, la Journée internationale des droits des femmes. On entend beaucoup parler des femmes, de la place des femmes dans la société, en entreprise, et donc tout ça pourrait donner l'impression qu'on avance et qu'on y est presque, parce qu'on en entend beaucoup parler. Ça, c'est un biais cognitif. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 femmes qui sont à la tête d'entreprises du CAC 40, 14 femmes sur le SBF 120, et donc, comme je le disais, 13% des postes de direction occupés par les femmes. Et puis, aujourd'hui, on se rend compte que c'est le numérique qui est un secteur qui est beaucoup en difficulté, l'industrie aussi, la construction. Et donc, c'est super qu'on soit là avec Emmanuel parce que pour eux, enfin pour les entreprises du numérique, c'est un véritable challenge. C'est-à-dire qu'on a 30% de femmes en moyenne, voire même moins dans le secteur. Donc, c'est difficile d'avoir des femmes qui deviennent dirigeantes, notamment sur ces jobs-là. Et puis, à avoir en tête aussi, au-delà du secteur numérique, c'est qu'on a beaucoup de secteurs qui sont dits non mixtes, parce que il y a une polarisation qui se fait de plus en plus des métiers et des secteurs en fonction du genre. Je prends l'exemple de tous les métiers très administratifs dans les assurances, par exemple, ou les métiers autour de la beauté qui sont de plus en plus féminins. Et puis à côté de ça, on a des métiers de plus en plus masculins, notamment sur l'IT et la tech, où à l'inverse, en fait, on a tendance à avoir de moins en moins de femmes. Emmanuel, pour illustrer ça, je te laisse la parole sur le secteur des ESN et de la tech. Yes. Alors, comme tu le disais, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même où le recrutement est un peu compliqué. Il y a 17% de femmes dans la tech. Donc, nous, chez Octo, on a une fierté, c'est qu'on est monté à 35% de femmes au global. On a une ambition de recrutement qui est à 50%. Donc, ça, c'est notre ambition. Donc, au final, on y arrive sur des niveaux bas du framework carrière, en fait, donc sur des consultants juniors, consultants confirmés, seniors. Après, quand on monte dans les postes de direction, c'est beaucoup plus compliqué. Pour certaines équipes ou sur certains grades, on y arrive, mais voilà, au global, c'est un peu plus compliqué. Sur les stagiaires, on arrive à recruter 50-50. Ça, c'est faisable. On a un enjeu, c'est au niveau de la rétention. Non, chez Octo, les femmes restent plus longtemps que les hommes. Donc ça, c'est un point positif. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la rétention pour les plus hauts niveaux du framework est plus compliquée, quoi. Sur les femmes au niveau partenaire, associé, c'est plus compliqué. Voilà, donc on a mis en place des parcours de formation dédiés aux femmes. On a mis en place une communauté, Women Who Act, qui est en non-mixité pour que les femmes puissent partager, échanger et discuter des problématiques qu'elles rencontrent au quotidien, chez les clients ou en interne. Voilà. Et puis, voilà, on a un enjeu quand même de recrutement et d'essayer de faire de la transparence au niveau des salaires et des grilles de salaire, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Je continue du coup, Emmanuel. Je te laisse passer parler du plafond d'âge. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais. Donc, il y a, tu parlais de la difficulté d'accession des femmes à plus de responsabilités et aux échelons les plus élevés. C'est important à travailler pour l'attractivité, pour la marque employeur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'obstacle, c'est le plafond de verre, et qui est le principal obstacle à la progression des femmes. Et c'est notamment ce qu'on appelle le double plafond de verre. En fait, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'il y a un écart entre les effectifs et les passages de niveau cadre manager. En moyenne, on perd 5 points de femmes à cet échelon-là. Et puis, on a un second étage qui pose problème, qui est le second plafond de verre. C'est le passage de cadre, de manager à des postes de direction exécutive. Et c'est là que se situe le plus gros enjeu, puisqu'on perd en moyenne 14 points. Donc ça, c'est des chiffres qui sont issus
de l'Observatoire de la féminisation des entreprises qui est mené par Michel Ferrari, qui est professeur à l'école Schema Business School, qui a sorti toute une étude sur le sujet. Si ça vous intéresse, il vient de sortir son édition sur 2023. Je vous encourage à aller la lire. C'est sur les entreprises du CAC 40, mais c'est globalement des problématiques qu'on retrouve dans toutes les entreprises et l'étude est super intéressante. Donc, une fois qu'on s'est dit ça et toutes ces difficultés à franchir et ces mauvaises nouvelles, il y a plein de solutions qui existent et vous allez le voir, on va vous en parler avec Nils et Emmanuel. Finalement, il y a deux choses à travailler en interne. Pourquoi? Parce que pour attirer des candidats, on commence, le mieux, c'est de travailler sur l'interne et ensuite de le faire ressortir à l'externe. C'est majeur de s'appuyer sur des choses qui sont réellement mises en place. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont conscientes de l'existence du greenwashing et aussi de l'existence du pinkwashing, qui est les actions qui sont les actions en surface et qui pénalisent les entreprises plus que la réalité. Donc, ce qui est à travailler en interne, c'est à la fois travailler sur le terrain de jeu et travailler sur les joueuses. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur la culture et les pratiques de l'organisation. Et ensuite, il faut travailler à accompagner les femmes pour lever les obstacles qu'elles ont intériorisés. Quand on parle de travailler sur la culture et les pratiques de l'organisation, on parle de créer une culture inclusive. Ça passe par de la lutte contre le sexisme et les stéréotypes. On parle aussi de lutter contre la cooptation grâce à des process de mobilité interne et puis des process de recrutement externe appropriés et de travailler sur la parentalité. Et quand on travaille sur les obstacles intériorisés par les femmes, on travaille plutôt sur l'ambition, le fait d'oser, les biais, etc. On va en parler un petit peu plus et on va parler avec Emmanuel de concrètement quelles actions internes peuvent être mises en place. Emmanuel, tu vas étayer ça peut-être par des exemples que vous mettez en place chez Octo. Oui, tout à fait. Donc, la première chose qu'on met en place, en fait, c'est un parcours de sensibilisation qui est disponible pour les managers, pour les recruteurs, mais aussi pour les femmes au sein de l'entreprise qui ont besoin d'accompagnement et de coaching. Donc, on a des parcours qui sont dédiés aux femmes via l'organisme Diaphora. On a un parcours fresque de la diversité. Donc, ça, c'est pour tous nos recruteurs, toutes les personnes qui font passer des entretiens d'embauche, pour qu'elles soient sensibilisées à tous les biais qu'on peut avoir lorsqu'on fait des recrutements. Puis on organise des tables rondes parcours de femmes. On a par exemple une communauté dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Women Who Act, qui regroupe une grosse partie des femmes qui sont chez Octo pour qu'elles puissent partager, échanger sur des problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. On a mis en place aussi un nuage de points qui est la grille des salaires par genre. Donc, ça représente la répartition des salaires par genre, par grade et par ancienneté. Donc, on peut se situer du coup au niveau de ses autres collègues, féminins et masculins, à partir de tous les grades, en fait. On peut se comparer en termes d'ancienneté et en termes de grade. On a mis aussi en place un congé de priorité personnelle. Donc ça, c'est un congé spécial qui est sur la base du volontariat. À partir de 5 ans d'ancienneté, on peut prendre de 1 à 3 mois de congé avec le maintien de la moitié du salaire. Donc ça, c'est tous les salariés qui veulent le faire peuvent faire la demande et faire ce qu'ils veulent pendant ce congé. Donc moi, personnellement, j'en ai bénéficié, mais voilà, il est pris en majorité par des femmes, en fait. Voilà, le quatrième axe qu'on a en termes d'action interne, c'est faire appel à des auditeurs externes pour avoir des feedbacks d'amélioration, pour mettre un plan d'action en place. Donc, on est accompagné, on a un accompagnement sur un outil qui permet de mesurer deux choses. On a un diagnostic concret sur les 4 piliers, dont le gender mix, avec un questionnaire qui permet de mesurer l'état d'avancement sur l'index pour parité homme-femme et d'autres indicateurs au sein de l'entreprise. Et il y a un deuxième volet dans cet outil, c'est un sondage, un questionnaire auprès des employés pour mesurer
le ressenti, la perception des employés sur ces quatre axes dont le gender mix. Voilà, j'ai déjà parlé de Woman Who Act, donc je te laisse mentionner les autres actions internes, Sidonie. Ouais, donc dans des autres actions internes qui pourraient compléter déjà tout ces super dispositifs, parce que avoir autant d'éléments en place, c'est déjà assez rare et assez précieux. Vous pouvez penser aussi à mettre en avant des rôles modèles dans votre société, c'est-à-dire des femmes qui ont des parcours qui sont intéressants. Et là, c'est important de trouver des rôles modèles qui vraiment collent à la culture de l'entreprise, mais qui ne sont pas que des personnes qui ont eu un succès fulgurant. Il faut aussi que ce soit des personnes qui restent avec des valeurs humaines, qui soient des personnes accessibles et qui soient aussi capables de démontrer leur vulnérabilité, de montrer un peu le derrière le rideau de la carrière quand elles interviennent. Donc, l'idée, c'est de leur faire prendre, de les faire parler en interne avec d'autres femmes. Et ça peut se faire à l'occasion de création d'Employee Resource Group ou de réseaux féminins auxquels alors je dis féminins, c'est des réseaux qui doivent être ouverts aux hommes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'intéressent au sujet, qui ont envie d'apprendre, et c'est important de pouvoir créer une mixité dans ces réseaux, parce que ça apporte beaucoup et beaucoup plus de valeur avec des visions différentes entre les visions masculines et féminines. Et donc dans ces réseaux, il peut se créer un lieu d'échange, une forme de safe place où on peut parler de la carrière et où on peut mettre les femmes rôle modèles en avant. Voilà, on voit de plus en plus des grades ou des métiers sur lesquels on a un turnover accentué de femmes. Donc attention aussi à l'expérience des collaboratrices au-delà du métier dans lequel elles sont, mais il y a toute une réflexion à mener sur comment est-ce qu'on les projette en termes de carrière, comment est-ce qu'on leur donne de la visibilité sur ce qui est possible de faire, parce que c'est vrai que la posture réseau est moins développée, moins naturelle, je dirais, chez les femmes que chez les hommes. Donc, il y a tout un travail à faire de la part des RH et des managers pour réussir à les attirer sur des postes et à les faire se projeter dans leur carrière. Ah oui, Neil, je vais peut-être te laisser la parole sur la partie exemple de ce que tu as pu voir sur des clubs internes et puis aussi sur du mentorat qui sont des choses assez pertinentes. Oui, en effet. Notamment, Sidonie, tu parlais de tout ce qui va être les rôles modèles. Et par rapport à tout ça, et notamment au club interne, pour moi, je trouve que c'est assez important, notamment pas forcément que de mettre des rôles modèles de réussite, mais aussi montrer vraiment vos personnes. Et tu parlais des effectifs, notamment dans le numérique, on peut avoir du mal à attirer des femmes, même à tout niveau. Dans certaines BU, Emmanuel disait que voilà, il y a des BU où on y arrive, il y a des BU où on y arrive moins bien. Donc l'idée, ça va être aussi d'attirer des femmes, mais même au niveau des effectifs ou des cadres, mais voilà, d'attirer vraiment des femmes en montrant vraiment qui vous êtes et qui vous avez à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est en montrant vos femmes salariées qui font le métier dit masculin que vous allez pouvoir en attirer d'autres. Donc, c'est important de leur montrer des exemples de carrières inspirantes en interne, mais c'est également important même de montrer déjà vraiment les femmes à tout niveau des échelons d'entreprise, de manière à pouvoir attirer des femmes, même, on va dire, à la base, parce que si on veut les faire évoluer en interne, il faut en avoir assez à la base. Et donc ça peut se faire via des clubs. Vous pouvez mettre en place notamment des clubs pour tout ça. Vous pouvez mettre en avant vos femmes de l'entreprise. Mais ce qui se fait aussi pas mal dans les clubs, et notamment chez Becton Dickinson, je sais qu'ils ont le club WIN, c'est Women in Network, donc c'est un club américain de base. Mais eux, ils font intervenir par exemple des speakers sur la partie recrutement, ils font intervenir des speakers sur la partie évolution interne, même sur la transition de carrière. Et en fait, ces speakers permettent d'améliorer, on va dire, la compréhension des freins que peuvent avoir certaines femmes et des freins mentaux qu'elles peuvent se mettre aussi des fois, parfois. Et du coup, comment faire tomber ces barrières? Et en les mettant en réseau, tu parlais aussi notamment de cooptation. Alors, la cooptation peut avoir des biais, parce que forcément, les hommes le font peut-être plus naturellement.
Mais en les mettant en réseau, c'est aussi une très grande force de pouvoir se dire, tiens, il y a une opportunité d'emploi et entre elles, elles vont pouvoir en discuter et du coup se coopter en interne et réaliser qu'il y a des opportunités en interne qu'elles n'auraient peut-être pas vues. Et ça, c'est parce qu'elles vont pouvoir être ensemble et qu'elles vont pouvoir échanger. Il y a une autre partie du coup qui est tout à fait possible, c'est la partie un peu plus long terme avec du mentorat. Donc le mentorat, ça va être quelque chose qui va se faire sur au minimum 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est du long terme, qui se fait en général à partir de 2 heures par mois ou plus, bien entendu. Et le mentorat, l'avantage, c'est que la personne mentorée va gagner en confiance. Il va y avoir un aspect co-développement. Cette personne va pouvoir progresser en fait avec son mentor peu à peu. Et on peut même avoir un peu de reverse mentoring où du coup, le mentoré va pouvoir aussi donner un peu de valeur au mentor de manière à ce que cette personne-là prenne aussi en confiance et grâce à ça, puisse aussi de cette manière-là, grâce à la confiance, évoluer plus facilement et se projeter sur d'autres types de postes. Une autre façon de faire un peu du mentorat, c'est aussi notamment ce que nous, on va proposer avec Explore Job, c'est pouvoir tout simplement parler de son métier à une communauté de candidats ou une communauté de candidats potentiels qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. Et en donnant la parole à ces femmes, on va leur permettre notamment de prendre conscience de leurs acquis, voir un petit peu mieux le parcours, leurs évolutions et attirer d'autres personnes, exactement comme disait Sidonie pour la partie rôle modèle, et attirer des profils en externe. À ce sujet-là, je voulais vous montrer par exemple rapidement un petit exemple. On va avoir des profils, par exemple chez nous, de femmes qui ont des métiers dits masculins. Donc voilà, technicienne de méthode de production. Excusez-moi, je coupe le micro avec le bouton de partage qui se greffe là-haut. Des personnes qui sont développeurs web de la même manière, qui tout simplement peuvent parler de leur métier et en parler voilà, des enjeux sur le numérique, ou de personnes, par exemple, dans le milieu automobile, qui est aussi un milieu plutôt masculin de base, qui vont pouvoir justement promouvoir ces métiers de femmes, ces métiers dits masculins auprès des femmes. Donc voilà pour quelques petites idées de comment on peut promouvoir en interne les femmes et comment on peut les aider en les mettant en réseau à attirer plus de femmes et à les fidéliser. Sidonie, je crois que tu as quelques petits points à ajouter à ce sujet-là. Oui, tout à fait. Donc, on parlait au départ, comment est-ce qu'on crée un terrain de jeu positif et ensuite, comment est-ce qu'on accompagne les femmes. Alors, on a une question qui est: quelles sont les spécificités des parcours de formation dédiés aux femmes? Donc, je vais en parler maintenant. Alors, nous, on a interrogé des femmes dans leur carrière, on a interrogé des RH aussi. On a interrogé une centaine de personnes chez les clés. Et finalement, ce qui ressort de ça, c'est que les femmes demandent à être accompagnées sur leur ambition. Elles ont envie d'oser leur ambition. Quand on interroge des jeunes femmes à la sortie d'école, elles sont 60% à dire qu'elles veulent devenir, alors d'école Bac+5, elles sont 60% à dire qu'elles veulent devenir directrices, alors que les hommes sont 50%. Néanmoins, ce n'est pas forcément perçu comme tel dans l'entreprise. La question de l'ambition est souvent posée. Est-ce que les femmes ont envie d'aller aussi loin dans leur carrière que les hommes? La réponse est oui. Et pour ça, elles demandent à être accompagnées sur des sujets très spécifiques et très précis, comme l'assertivité, apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites, sur leur image. Comment est-ce que je donne une image positive de moi en entreprise? Comment est-ce que je fais connaître mes succès? Comment est-ce que je réfléchis à mon ambition et à ma progression? Où est-ce que je veux aller tout en étant alignée? Il y a souvent la question de moi, je veux bien progresser, avoir un job intéressant. Par contre, je ne veux pas me transformer en homme. C'est vrai qu'on a des modèles de leadership de femmes qui ont eu des valeurs assez masculines sur les 10 dernières années. Donc, comment est-ce que je travaille sur ce sujet? Et tout ça, ça vient nourrir un sujet qui est: comment est-ce que je gagne et je prends confiance en moi? Donc, c'est ce type d'accompagnement qu'il faut faire auprès des femmes, sachant que c'est un accompagnement qui se fait sur le temps long, puisque ça nécessite des changements de posture, et puis avec de la régularité, parce que tout le monde a des emplois du temps assez chargés. Donc, l'idée, c'est d'avoir des petites sessions assez longues. Le coaching est important. Les apports pédagogiques sont aussi très importants pour comprendre comment est-ce qu'on fait concrètement.
Et le fait d'inspirer les femmes est très important, d'avoir des témoignages de femmes inspirantes. Le dernier point, c'est de créer des échanges entre pairs, donc entre personnes qui ne se connaissent pas forcément dans l'entreprise, sont dans des pays différents, des BU différentes, des équipes différentes. Et quand vous avez une petite société, faire ça en inter-entreprise pour créer ces moments d'échange et ce premier réseau qui va aider les femmes à développer leur posture réseau qui est clé dans la carrière. Donc voilà, ça c'est des dispositifs que nous on propose avec les clés. Si vous avez des questions supplémentaires sur le sujet, je serais ravie d'y répondre. On a travaillé là sur la partie interne. Je te laisse la parole, Nils, pour la suite. Oui, justement, on va vous solliciter un petit peu. Je repartage le diaporama et l'idée, c'est de vous demander justement, vous, comment vous faites en interne pour promouvoir ce que vous faites déjà en interne. Donc, je vous laisse retourner sur WooClap. Si vous n'avez pas fait la première fois, vous pouvez scanner le QR code ici et rejoindre la question. Et normalement, vous allez pouvoir avoir la question directement en ligne pour répondre. Alors, répondez bien un seul mot. Le but, c'est d'avoir un nuage de mots suite à tout ça, d'avoir un ensemble d'idées et un ensemble de best practices de comment communiquer en interne sur justement ce qu'on fait pour que toutes les femmes en interne soient au courant de toutes ces actions, notamment que Emmanuel et Sidonie ont évoquées tout à l'heure. Alors, je vous laisse quelques instants et je vais vous partager ici ce qui arrive. Hop, partager la fenêtre. Alors, on a la newsletter qui arrive en gros. Bon, facile, elle était déjà inscrite sur mon partage. L'intranet, Notion, Moment, Town Hall. Alors ça, je ne connais pas. Peut-être que des personnes pourront présenter ce que c'est. LinkedIn, l'alternance, les entreprises, les mails. Cela, ça ne fait rien. Rien, ça c'est bien dommage. Les ambassadrices, alors ça, on pourra en reparler. Et la mobilisation, on pourra rentrer un petit peu dans le détail justement peut-être de ceux qui font de la mobilisation, comment ils mobilisent. Et puis est-ce que vous voyez d'autres mots que je n'aurais pas cités? WhatsApp, oui, super idée. ERG également. Les managers. Donc voilà, on commence à avoir une bonne idée, mais l'idée, voilà, c'est les conférences. Je rajouterai peut-être, et on va le voir juste après, mais aussi peut-être des fois les actions très terrain. On va rentrer un peu plus dans le détail de tout ça. On est beaucoup sur des outils digitaux, à ce qu'on voit ici, c'est top, mais ne pas oublier le terrain, et on en parle juste après. Hop, j'arrête le partage. Alors, justement, pour pouvoir promouvoir tout ça, l'idée clé, c'est notamment de pouvoir s'adapter à la culture de l'entreprise. Vous allez avoir des entreprises qui sont totalement digitales et des entreprises qui le sont beaucoup moins. Donc déjà, le type de communication qu'il faudra mettre en place, il faudra l'adapter. Pour pouvoir promouvoir toutes ces actions en externe comme en interne, vous pouvez commencer déjà par l'écrit. L'écrit, c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. Vous pouvez recueillir déjà des témoignages de vos collaboratrices et collaborateurs éventuellement aussi, hein. Mais vous pouvez recueillir ces témoignages par écrit en faisant un petit sondage et vous allez pouvoir mettre en avant ces citations-là sur votre site internet. Vous allez pouvoir les mettre en avant sur vos offres d'emploi. Ne pas hésiter à rallonger un petit peu vos offres d'emploi avec des témoignages, avec du contenu complémentaire. C'est toujours riche. Les annonces sont jamais trop longues. Et une offre d'emploi bien complète, c'est une offre d'emploi qui notamment vous évitera les erreurs de casting. Un petit peu plus complexe à mettre en place que tout ce qui est témoignage écrit, ça va être la vidéo. La vidéo, c'est top, ça permet de recueillir du coup un témoignage réellement authentique, d'avoir une personne qui va vraiment pouvoir s'apparenter à la personne, au rôle modèle qui est présenté. Le seul truc, c'est que ça demande un peu plus de préparation et un peu plus de budget. Un gros point à travailler sur les vidéos, notamment, je vous invite à faire attention, c'est sur l'authenticité. On voit énormément de vidéos très travaillées, notamment dans le cadre de la marque employeur qui arrive.
Et ces vidéos très travaillées, si le candidat il le voit que la vidéo a été très travaillée, que la réponse est lue par la personne qui est interviewée, ou que cette personne, on le sent qu'elle a appris par cœur sa réponse, on perd toute l'authenticité et donc on perd tout le bénéfice de la vidéo. Donc, si vous investissez quelques milliers d'euros dans ces vidéos-là, n'hésitez pas à la jouer vraiment très décontractée et très naturelle, en ayant préparé les bonnes questions, mais en restant naturel. Vous allez pouvoir, bien sûr, utiliser des outils comme Explore Job, qui permettent de pouvoir promouvoir aussi. Et après, où est-ce qu'on diffuse tout ça? On va pouvoir diffuser, comme vous le disiez, les newsletters, sur les Slack, sur tous les réseaux sociaux internes, les intranets, tout ça. Mais je vous disais, faites attention, pensez aussi au terrain. On a des entreprises qui sont parfois beaucoup moins digitales. Je pense, je ne sais pas, par exemple, à des entreprises de, je ne sais pas si je prends un extrême de plomberie, par exemple, ou tout ce qui est concession automobile, magasin, tout le secteur du retail, par exemple, sont forcément beaucoup moins digitalisés. Et donc là, c'est important de pouvoir communiquer au sein de vos locaux. Par exemple, de pouvoir avoir des panneaux d'affichage, d'avoir de la vidéo dans les salles de pause, d'avoir des informations par les managers. Ça a été cité, ça, les managers et les réunions d'information tous les lundis. Donc tous ces points-là sont des points hyper importants où vous pouvez également communiquer en physique. Vous pouvez communiquer aussi au moment des feuilles de paye, vous pouvez communiquer au moment des entretiens annuels. C'est important d'adapter vos canaux de communication à qui vous êtes vraiment. Mais n'hésitez pas à penser assez large pour pouvoir ajuster tout ça. Et en externe, n'hésitez pas à également communiquer régulièrement sur LinkedIn, qui est un réseau de base plus typé commercial, où vous allez plutôt d'habitude naturellement mettre en avant vos actions sur vos produits et votre entreprise. C'est également un super moyen de communiquer sur le côté RH, et c'est en communiquant régulièrement sur le côté RH que votre réseau de followers sur LinkedIn va pouvoir s'étendre à des candidats potentiels et des candidats qui pourront être sensibles à ce que vous faites en interne. Votre site web, bien entendu, à mettre à jour. Ça, c'est vraiment la base, la clé, avoir un site à jour avec toutes vos actions, de manière à ce qu'on puisse retrouver tout ce que vous faites. Vos offres d'emploi, je l'ai dit, une offre d'emploi n'est jamais trop longue, entre guillemets. Il vaut mieux en dire trop et avoir les personnes qui candidatent parce qu'elles ont vraiment compris pourquoi elles candidataient chez vous et vous évitez les erreurs de casting, que des personnes qui viennent parce qu'elles n'ont pas tout à fait compris qui vous étiez et qui, au final, découvrent qu'après coup qui vous êtes vraiment et si ça leur convient ou pas. Donc, rallongez vos offres d'emploi et si vous avez des choses à destination spécifique du public féminin, mettez-les réellement en avant. Et dans ce cadre-là, également, n'hésitez pas à baser vos offres d'emploi sur les personas. Les personas, c'est la technique qui permet de, grosso modo, écrire une offre d'emploi selon un type de personne précise. Et si vous voulez féminiser vos équipes, n'hésitez pas à utiliser cette technique des personas pour pouvoir justement adresser votre message, votre offre d'emploi plus particulièrement aux femmes, même si elle doit être inclusive, vous pouvez quand même diriger ce contenu avec des choses qui notamment vont plus parler au public féminin qu'au public masculin. Voilà pour tout ce côté-là. Sidonie, je crois que tu voulais compléter sur la partie justement après les offres d'emploi, c'est quand on attaque le recrutement, c'est ça? Oui, tout à fait, je peux compléter. Sur la longueur des offres d'emploi, effectivement, n'hésitez pas à mettre pas mal de choses sur votre entreprise, sur votre culture. Néanmoins, attention à une seule chose, c'est à la liste des compétences requises. Alors, pour recruter de la manière la plus impartiale possible et de la plus rationnelle possible, il est important que tous les managers et les RH aient bien comme filtre en premier vraiment les compétences recherchées. Et dans les offres d'emploi, la liste des compétences doit néanmoins ne pas être trop longue puisque ça peut impressionner et donner moins envie de postuler à des femmes. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est de dire, voilà, si vous n'avez pas coché toutes les cases et n'avez pas toute la liste des compétences, n'hésitez pas à postuler. On sera toujours ravis d'échanger avec vous pour encourager des candidatures sur des métiers où c'est difficile d'aller recruter. Que vous ayez des équipes talent management, que vous fassiez, talent acquisition, que vous fassiez appel à des recruteurs externes, que vous ayez des managers régionaux qui recrutent.
dans toutes ces situations, il y a une chose qui est importante, c'est d'exiger d'avoir pour chaque recrutement une représentativité des deux genres, masculin et féminin, dans le pool de candidats à la base préqualifiés et dans le pool de candidats qui va arriver en bout de process de recrutement. C'est important de sensibiliser les équipes de recrutement comme les managers au biais de recrutement. Le biais le plus fréquent, c'est de se dire « moi, j'ai réussi dans ce job-là ou un tel a réussi dans ce job-là » et de chercher quelqu'un qui lui ressemble. Il faut plutôt chercher quelqu'un qui a les mêmes compétences, mais pas quelqu'un qui lui ressemble. On a des entreprises qui sont encore avec une forte présence des hommes. Si on cherche quelqu'un qui ressemble à la personne qui a réussi sur le poste, on peut chercher plus facilement un homme qu'une femme. Et j'attire votre attention sur, alors on parle beaucoup de l'IA, c'est le buzzword en ce moment et le buzz sujet en ce moment. Emmanuel vous l'a dit, le secteur de la tech, il y a plus d'hommes que de femmes. Attention à tous les dispositifs d'IA qui peuvent avoir été paramétrés avec des critères plutôt masculins et qui du coup constituent des biais dans les outils de screening des CV. Par exemple, je vous donne mon propre exemple il y a quelques années, et je le refais régulièrement, c'est toujours valable aujourd'hui. Allez sur l'APEC, tapez directeur marketing, allez sur l'APEC, tapez directrice marketing, vous verrez que le nombre d'offres d'emploi va du simple au double, voire même plus. Donc, pensez bien à tous ces outils utilisés et comment on fait pour les paramétrer, comment on écrit nos offres d'emploi pour réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas cette discrimination-là. Il y a une question, Delphine, justement. Je pense que tu y as bien répondu sur comment accompagner les femmes à lever les freins intériorisés. Non, ces mesures, elles aident à accompagner sur les freins intériorisés. Par rapport aux freins culturels et managériaux, je pense que tes éléments ont plutôt bien répondu à tout ça, notamment sur l'accompagnement des managers, le nombre de CV et tout ça. Si Delphine, vous avez des questions et si vous pensez qu'on peut aller plus loin, n'hésitez pas à rebondir une fois de plus. Alors, sur cette question, j'ajoute une chose sur comment est-ce qu'on lève les freins organisationnels, culturels. C'est important d'avoir des leaders qui sont engagés. Il faut avoir un leader qui porte le sujet. Et puis ensuite, c'est important de travailler en groupe projet, c'est-à-dire d'inclure des managers, d'inclure les différents échelons hiérarchiques sur quels sont nos points, enfin, quelles sont nos difficultés, quel plan d'action on va mettre en place, et ensuite de mesurer le résultat des plans d'action, de se fixer des KPI et d'avancer comme ça. Après, c'est pas toujours simple à faire. Ça peut paraître être une montagne énorme. On peut commencer par des petites choses comme des actions de sensibilisation sur les stéréotypes, de travailler sur le sujet du sexisme. Et puis aussi, sur les populations de dirigeants, c'est pas mal de leur faire comprendre via des ateliers, via des jeux, quels sont les obstacles d'une carrière féminine, et de leur faire ressentir les stéréotypes pour les engager. Donc là, on est un peu sorti du sujet de l'externe, mais je pense j'espère que ça répond bien à votre question, Delphine. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on complétera avec plaisir. Je crois que oui. Sur la question de l'externe, il me semble, tu avais encore des choses à dire, Nils, ou Emmanuel, tu avais... Non, c'est Emmanuel, je crois. Ouais. Du coup, moi, je voulais parler aussi pour atteindre plus de mixité, dès les process de recrutement, du coup, on fait appel à des cabinets de chasse spécialisés sur certains profils. Ça nous aide effectivement à avoir plus de femmes dans le pipe en entrée. Après, dans les entretiens de recrutement, on essaie de communiquer sur tous les avantages pour les EOCTO, quel que soit leur genre, hein, mais du coup sur tous les services et les avantages qu'ils peuvent avoir. On mentionne qu'on est signataire de la charte de la diversité, donc c'est pas pour faire juste du pinkwashing, mais du coup, on montre que nos recruteurs, ils sont sensibilisés, ils sont formés au biais du recrutement, comme tu mentionnais tout à l'heure. Ils sont formés sur la fresque de la diversité. Et on a mis en place un dispositif aussi qui s'appelle Jamais sans elle. C'est que dès les premiers entretiens de recrutement, on a une femme qui participe aux entretiens. Ça permet d'arriver à fidéliser et à attirer plus de femmes. Voilà, on a appelé ça Jamais sans elle. On met enfin, voilà, sur les avantages qu'on met en place, il y a des avantages qui sont liés à la parentalité, mais il ne faut pas non plus parler que de la parentalité, en fait, hein. On a mis en place du mentorat et du coaching, mais on en a déjà parlé à de nombreuses reprises.
Euh, en On peut petites parler idées, maintenant des idées malines. Ouais. Vas-y, ouais, Mathis. en petites idées complémentaires également qu'on peut vous donner pour attirer plus de femmes, c'est notamment de recruter par cohorte. Recruter par cohorte, l'idée, ça s'applique notamment particulièrement bien aux petites entreprises. Quand on est déjà quelques centaines ou quelques milliers, forcément, ça fera moins la différence. Mais sur tout ce qui est TPE, PME, en tout cas PME, quand on arrive à recruter au moins 2 femmes d'un coup, ou 3 ou 4, et ben en fait, on va éviter le syndrome de j'ai enfin recruté une femme, c'est top, mais du coup, elle se retrouve toute seule, isolée parmi une entreprise très masculine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette femme aura plus de chances, en tout cas, de se sentir un peu isolée, exclue, et du coup, de repartir très rapidement. Et donc, on va toujours avoir des difficultés à recruter cette première femme. Et donc, si on arrive directement à recruter, et c'est important que l'intégration se fasse en même temps pour ces 2 femmes, ou ces 3 femmes, ou ces 4 femmes-là qui arrivent, ça permet notamment de créer un petit clan, voilà, un club interne, notamment, on en a parlé, mais grosso modo, de recréer une petite cohésion, une petite esprit d'équipe qui permettent notamment à ces femmes de se sentir plus intégrées et de pouvoir se sentir un peu, voilà, moins seules, plus bienvenues et directement mieux dans l'entreprise. Si on n'en recrute qu'une à la fois, forcément, il va y avoir des risques à chaque fois que cette personne souhaite quitter l'entreprise parce qu'elle se sent un peu isolée. Si on prenait l'exemple strictement inverse d'avoir un seul homme dans une entreprise féminine, il se passerait sûrement exactement la même chose. Donc, mettez-vous à leur place un petit peu aussi et tout de suite, forcément, on comprend tout à fait pourquoi. Autre point qui marche bien, qui peut se faire assez facilement avec l'accord des RH notamment, c'est de pouvoir adapter à son programme de cooptation. On parlait de la cooptation, déjà, l'idée c'est de pouvoir tout simplement doubler le montant de la prime de cooptation chez les femmes, et ce, quel que soit leur niveau de poste. Et c'est d'autant plus intéressant, par exemple, de doubler la prime de cooptation sur les niveaux 4. On va avoir du mal à recruter des femmes. Si on double la prime, je pense que vous pouvez avoir plusieurs collaborateurs en interne qui vont être vraiment beaucoup plus motivés pour aller vous aider sur le recrutement. Parce que quand on forcément on met une incitation derrière, les gens sont forcément beaucoup plus motivés et beaucoup plus impliqués. Donc, c'est un petit tips. C'est vrai que ce n'est pas forcément totalement égalitaire, mais si vous avez un réel enjeu, c'est quelque chose qui permet assez facilement de, en tout cas, motiver vos collaborateurs à aller chercher beaucoup plus de profils féminins dans leur base, plutôt que des profils masculins. Voilà grosso modo pour l'idée générale de tout ce qu'on peut mettre en place. Je crois qu'Emmanuel, tu voulais nous partager quelques réflexions que tu as actuellement, que vous avez actuellement chez Octo sur d'autres actions que vous pourriez mettre en place. Oui, oui, alors il y a des actions qu'on va mettre en place dans cette liste et il y en a d'autres qui sont en étape de projet, de budgétisation, et puis de voir si l'impact sera accepté de manière positive par les Octos. Mais donc déjà, ce qu'on a commencé à mettre en place, c'est une page intranet pour recenser tous les services et avantages pour les salariés, de faire un affichage pour contacter les personnes ressources dans votre entreprise, donc les personnes qui feraient un peu la hotline d'écoute pour s'il y a des remarques sur le sexisme ordinaire. Donc essayer d'avoir des personnes relais dans l'entreprise. Il y a des pistes autour des congés menstruels, autour de l'endométriose, donc pour les personnes, les femmes qui sont sensibles à ça. Le don de congés, donc pour aider la solidarité entre le don de jours solidaires. Donc c'est pour les employés qui vivent des situations compliquées. Donc des enfants en situation de handicap, de maladies graves, de perte d'autonomie d'un proche, enfin, des situations qui sont très graves et très difficiles à vivre. Donc pour aider les salariés, donc on a mis en place des campagnes de dons. Voilà, et puis la réflexion aussi, c'est de mettre en avant et d'encourager les femmes à participer à des communautés externes, à des prises de parole en public, des conférences, pour donner de la visibilité. Et puis, comme tu le disais, Sidonie, tout à l'heure, de créer des rôles modèles, de mettre en avant les femmes pour donner envie aux autres, attirer les femmes. Le petit point quand même, c'est j'attire votre attention sur le fait qu'il faut quand même prendre en compte ce temps, bien valoriser ce temps et cette énergie que vont mettre les femmes qui vont participer à ces conférences, que ce soit bien valorisé en fin d'année, que c'est des choses qu'on leur demande de faire en plus de leur travail quotidien.
Voilà quelques pistes de réflexion. Tu veux dire que c'est quelque chose qui est valorisé d'une manière rémunération ou sur Oui. d'autres mises en avant auprès des autres Oui, ça peut être au niveau de la performance de l'entreprise, enfin de la performance individuelle, de mettre ça dans les critères d'évaluation, de valoriser ce temps et cette énergie qui est dépensée pour faire connaître l'entreprise et pour attirer plus de femmes. Parfait. Eh ben, on a fait grosso modo le tour de ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui pour les idées, comment le travailler en interne puis en externe. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et en attendant, je vois que certains nous ont déjà quittés. Mais en attendant, je propose à Sidonie peut-être de nous en dire un peu plus sur son accompagnement auprès des clients qu'elle a sur ce sujet de la parité. Oui, tout à fait. Donc, nous, notre spécialité, c'est de construire des programmes d'accompagnement pour faire progresser les femmes à des postes à responsabilité. Et finalement, on adresse des problématiques qui sont soit des problématiques de turnover sur certains métiers, sur certains grades, et des problématiques d'accession à des responsabilités, bien souvent aussi en fonction d'un métier, en fonction d'un grade. Voilà, donc on construit des solutions qui sont soit à coût très accessible pour toucher un nombre important de personnes grâce à une app digitale, et on va jusqu'à des solutions très premium où là, on peut inclure la participation des RH, des managers dans nos programmes. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ces sujets-là. Pas nécessairement pour travailler ensemble, mais déjà, si je peux vous répondre, ce sera un véritable plaisir. Top. Et ben nous, du coup, chez Explore Job, comme vous l'avez compris, notre idée, c'est de créer des programmes ambassadeurs. Donc, si on peut en profiter pour créer des programmes ambassadeurs qui mettent en avant des femmes pour vous aider à attirer d'autres femmes, on sera ravis de le faire. Notre solution, elle est vraiment de A à Z. L'idée, c'est de vous aider à aller chercher des ambassadeurs et des ambassadrices, les mettre en avant sur votre propre site carrière de manière à pouvoir montrer vos femmes directement à vos candidates et du coup pouvoir en attirer d'autres. Suite à ça, ils vont justement échanger, faire des petits rendez-vous qui vont être téléphone, visio. C'est des rendez-vous d'une dizaine, quinzaine de minutes qui permettent de mieux comprendre la réalité du poste, savoir vraiment comment ça se passe chez vous. Et du coup, grâce à ça, grâce à cet échange qui est en général très très riche et qui va permettre de mettre un peu des étoiles dans les yeux des candidats, faire que le candidat candidate principalement chez vous plutôt que chez la concurrence. Donc ça, c'est notre premier secteur d'activité. On le fait directement depuis votre propre site carrière. Le second, c'est d'avoir notre propre plateforme Explore Job. Et cette plateforme Explore Job, elle recense du coup plus de 6000 professionnels actuellement. Donc c'est une quantité inouïe de métiers disponibles et de mentors disponibles, prêts à parler de ce qu'ils font. On a énormément de bénévoles. Il y en a qui le font de manière volontaire au sein de leur temps de travail, d'autres le font de manière bénévole parce qu'ils aiment parler de leur métier. Et donc, c'est une belle opportunité, comme vous avez pu le voir sur certains profils, d'échanger avec des personnes qui font des métiers dits masculins. Et dans ce cadre-là, on accompagne aussi justement dans tout ce qui est PSE, plan de départ volontaire, rupture conventionnelle collective, et tous ces points-là pour pouvoir aussi permettre de retrouver d'autres opportunités. Et quand son secteur d'activité est sinistré, aller chercher justement des opportunités dans un autre secteur et peut-être justement aller féminiser d'autres secteurs d'activité. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez bien sûr des questions là-dessus. Emmanuel, je te laisse terminer. Yes, alors du coup, voilà, comme je l'ai dit en introduction, on est Octo Technologies, on est une société ESN. On fait les choses un petit peu différemment. On a rejoint le groupe Accenture, mais voilà, on a gardé notre culture et notre proposition de valeur. On a 4 ateliers, donc 4 domaines principaux. On fait des produits, du design avec des outils cloud ou en custom. Et on a de nombreux experts sur la partie data et IA. Donc, on accompagne les entreprises à gérer leurs données et en tirer profit. On fait beaucoup de delivery, donc d'implémentation de produits, mais on fait de la formation et aussi du conseil et de la stratégie sur la donnée. Voilà. Hop. Et ben, nous avons terminé ce petit tour. Est-ce qu'il reste des questions? Je ne crois pas qu'il y ait eu de nouvelles questions dans le chat.
Alors, moi, je me permets de dire un mot, Nils, Emmanuel, et toutes les personnes qui sont là, c'est que je suis ravie d'avoir animé ce webinaire avec vous, puisque nous sommes aujourd'hui 2 hommes et une femme à l'animer, et c'est suffisamment rare pour le soulever. Donc, c'est super de voir que l'engagement, que votre engagement en tant qu'homme est aussi fort. Merci. C'est normal. Eh ben, merci à tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, on vous partagera bien entendu la présentation et vous pouvez revenir vers nous. Vous aurez nos coordonnées au sein de la présentation. Oui, Marie-Laure, on vous partagera tout ça, ainsi que le replay si besoin. Bonne journée à tous, bon appétit et à Merci très beaucoup. vite. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.